Bonjour François, Bonjour. je t'ai contacté parce que je suis tombé au gré de mes pérégrinations sur Internet et notamment sur LinkedIn sur ton livre, voilà, que je présente ici, qui s'appelle Passion précaire, sociologie des éducateurs sportifs. Et j'ai voulu, bon déjà j'ai acheté le livre, je l'ai lu, et je voulais faire absolument une interview avec toi, puisque dans ce livre, tu t'es intéressé, je pense que le titre est assez explicite, et tu nous expliqueras comment tu en es venu à l'écrire, puisque ça ressemble quand même très très bien à ce que l'on vit dans le tennis, hein. Voilà, les éducateurs sportifs tennis, un métier assez particulier, et les problématiques qu'elles peuvent amener, malheureusement au niveau de la vie familiale, on en reparlera, au niveau des débouchés, au niveau du turnover, etc. Donc c'est très intéressant de faire un point avec toi pour dégager des tendances, peut-être tordre le cou à certaines idées reçues sur ce métier-là. Et puis, j'espère, on va essayer d'apporter quelques solutions, en tout cas quelques idées pour voir ce qu'on peut faire pour améliorer le quotidien des éducateurs sportifs et notamment ceux du tennis. Donc toi, tu es maître de conférence à l'université Rennes 2 et tu es également le directeur d'un laboratoire. Au départ, tu m'expliquais que ton objet principal d'étude, c'était plutôt l'usage du sport dans les politiques sociales, ce que tu appelles le sociosport, et tu t'es intéressé à des populations des laissés, alors les chômeurs par exemple, les gens qui sont en situation de handicap, les repris de justice, les migrants, et tu regardais comment on utilisait le sport pour effectivement les aider probablement à mieux vivre leurs conditions ou se réinsérer. Bon, là, dans l'interview, on va plutôt parler du travail des éducateurs sportifs, et tu t'y es intéressé parce que finalement, ce sont les éducateurs sportifs qui, dans ton objet d'étude, finalement, concrétisent ces politiques-là. Et de fil en aiguille, en fait, tu as écrit voilà, ce livre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse du livre tout d'abord, puis peut-être compléter ma présentation? Ouais, non, merci, c'était déjà très, très complet. Effectivement, le livre est né de deux manières. D'abord, en commençant, en travaillant depuis très très longtemps sur les usages du sport dans le cadre de politiques sociales ou éducatives, donc effectivement à l'adresse de jeunes placés sous main de justice, des mineurs délinquants, des chômeurs de longue durée, sur l'accueil des migrants par le sport, etc. Très vite, je me suis rendu compte que oui, la mise en œuvre de ces dispositifs politiques passait par des professionnels que sont principalement les éducateurs, les éducatrices sportives. Et donc, je me suis toujours interrogé, j'ai toujours été attentif à la manière dont ils pratiquaient leur travail et puis à la manière dont ils évoquaient souvent par détour et d'une manière rarement très explicite les difficultés inhérentes aux emplois d'éducateurs sportifs. Donc ça, c'est un questionnement que j'avais toujours d'une manière un petit peu en arrière-plan Mm. de mes travaux. Et puis il y a quelques années, une institution, alors que je ne précise pas non pas pour, disons, pour des raisons politiques ou autres, mais simplement pour préserver la confidentialité, l'anonymat des personnes qui ont été interrogées dans le cadre de l'enquête, Oui. dont il est question dans l'ouvrage. Mais donc une institution qui disposait de données quantitatives produites par l'INSEE sur l'important turnover de la main-d'œuvre des éducateurs sportifs et qui cherchait à comprendre d'une façon un peu plus, disons, qualitative et subjective, pourquoi Mm. les éducateurs sportifs pratiquent leur métier si peu longtemps. Voilà. Mm. Mm. Pourquoi la main-d'œuvre se renouvelle à ce point-là et pourquoi il y a des sorties très, très fréquentes. Et statistiquement, eux, ils avaient distingué deux catégories, les trajectoires dites continues d'une part et les trajectoires discontinues d'autre part. Donc finalement, d'un côté, ceux qui sont longtemps éducateurs sportifs et qui le restent, et puis ceux qui ne le sont pas ou qui arrêtent et qui le redeviennent, etc. Mm. Mm. Donc bon, j'ai fait ce travail-là qui, cette fois, était vraiment focalisé sur le vécu subjectif du métier. Et très vite, j'ai dépassé l'enjeu qui consistait à répondre, à expliquer le turnover.
Mmh. mais j'ai buté finalement sur les multiples formes de précarité qui traversent le métier. Mmh. Et je dois même dire que j'ai été assez saisi par le contenu des entretiens, par les récits, par les explications donnés par les enquêtés, donc des éducateurs, des éducatrices, assez saisi ouais, par certaines formes de précarité et l'intensité, et paradoxalement avec un contraste peut-être sur lequel on pourra revenir, entre d'une part cette précarité qui était sensible, très claire, et en même temps la difficulté à exprimer cette précarité, Mmh. précisément parce que dans le milieu sportif, et ça vaut aussi pour le tennis, on a beaucoup de difficultés à penser ce milieu, le milieu sportif, comme un milieu professionnel sous l'angle du travail, Mmh. sous l'angle des conditions de travail, sous l'angle éventuellement euh, de la souffrance ou de la fatigue professionnelle, Mmh. sous l'angle des rapports divergents entre, potentiellement hein, entre employeurs et employés, etc., sous l'angle de la revendication, de la mobilisation collective. C'est des notions qui sont très peu existantes et qui affleurent très très rarement dans le discours des enquêtés. Donc voilà, il y avait ce premier contraste là. On parle beaucoup plus de passion, de rapport humain, De vocation, d'engagement, tu de écris dans ton vocation, et tout à fait. Mmh. Et beaucoup moins d'une façon pragmatique, économique, temporelle, des conditions de travail et des difficultés. Pourtant, elles sont réelles, quoi. Oui. Donc très vite, le questionnement est passé de comment expliquer le turnover massif qui caractérise ce secteur à de quoi est faite cette difficulté au travail qui est difficilement dissible parce que voilée par une espèce de représentation du sport comme un monde qui n'est qu'un monde finalement de passion, de plaisir, de défis, etc. Ouais, donc ta typologie, il me semble que tu as 4 ou 3 ou 4, je ne me rappelle plus exactement, mais tu expliques ça, la précarité, il faut la voir, comme un petit puzzle avec, plusieurs pôles comme ça, plusieurs pièces. Tu peux revenir dessus? Ouais, alors là, je me suis tout simplement appuyé sur des travaux assez nombreux en sociologie hein, sur la précarité. Et donc, il y a beaucoup d'auteurs qui ont mis en évidence des formes de précarité multiples. Et moi, je me suis rendu compte en mettant un petit peu sur la table ces différentes approches et différentes définitions, qu'elles existaient toutes et qu'elles se croisaient pour les éducateurs sportifs. Très bien. Donc, il y a celle à laquelle on pense plus communément et plus spontanément, qui est la précarité de l'emploi, c'est-à-dire des emplois enfin des contrats, par exemple, à durée déterminée sur des périodes très courtes, des temps partiels qui sont peu rémunérateurs Mmh. et qui nécessitent souvent d'aller sur du cumul de contrats, on pourra y revenir. D'accord. Euh, et puis parfois des contrats qui sont très incertains parce que les financements sur lesquels s'appuient la plupart des employeurs qui sont des associations sont eux aussi très incertains, sont variables. Les modèles économiques en fait des employeurs associatifs sont plutôt fragiles et surtout en ce moment. Mmh. Donc déjà, il y a cette précarité de l'emploi en lui-même, quoi, sur les caractéristiques de l'emploi et du contrat. Et ensuite, il y a la précarité du travail en lui-même, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Tout à fait. C'est le fait par exemple, de perdre un petit peu l'intérêt ou le sens du travail parce que les conditions de pratique sont en décalage total avec ce qu'on imaginait. Euh, donc, euh, donc ça, on pourra y revenir, mais c'est aussi la faible reconnaissance et la faible rétribution. Mmh. Donc Ouais, ça, si tu veux, tu peux dérouler. élargir, hein, on en parle maintenant si tu veux. Il y a un décalage entre ce qu'on imaginait, et la réalité effectivement du poste et de ses interactions peut-être avec, les gens qui composent son milieu de travail, quoi. Oui, absolument. Alors, c'est lié aussi aux raisons pour lesquelles on s'engage dans ce secteur professionnel et sur ce métier d'éducateur sportif. Souvent, c'est lié aux premières expériences qui peuvent être à la fois très positives mais trompeuses. Mmh. Parce que, il y a de très nombreux éducateurs et éducatrices pour qui les premières expériences sont des expériences de bénévoles où on est licencié dans un club
On est voilà, au cœur d'une sociabilité qui est Mmh. riche en tant que pratiquant, on s'y épanouit et donc c'est le milieu aussi passionnel quoi, dans lequel on s'investit de manière tout à fait, disons, volontaire. Et puis, très vite, la place qu'on occupe dans le club, son niveau de pratique et cetera, les liens qu'on a, avec les membres du club, nous conduisent à, encadrer, quelques pratiquants un peu plus jeunes, à prendre quelques responsabilités dans le capitanat et cetera. Puis à monter en régime d'une façon très informelle et assez peu, consciente finalement. Et donc on a de premières expériences d'encadrement. Et elles sont parfois bénévoles, mais à partir de ce moment-là, émerge, parfois insidieusement l'idée que ça pourrait être, l'objet d'un parcours, professionnel, d'un projet professionnel. Et quand c'est le cas, bon, bah, les premières expériences sont tellement, positives que bah, le projet est très enthousiasmant et qu'on l'envisage bah, sous l'angle d'une espèce de privilège, quoi, de lier le travail à la passion et donc presque de vivre le travail sans se rendre compte qu'il est aussi un univers de contraintes, qu'il y a des enjeux économiques. Et en fait, on les perçoit assez peu au début Mmh. euh, parce que bah, quand on est plus jeune, on n'est pas forcément engagé sur un projet familial, un projet immobilier, etc. Et donc on On est a en forme physique. exactement la condition corporelle apparaît pas du tout comme un frein. Et il y a, et j'en parle à titre personnel, mais je pense que beaucoup me comprendront, quand on arrive à un certain âge, on se rend compte que quand on était jeune, en fait, on avait des Mmh. capacités de récupération, de très peu de limites physiques, mais qui durent pas ou qui s'étiolent plus ou moins progressivement. Il y a aussi la question du temps qui devient progressivement problématique et à laquelle on ne pense pas. Mais en fait, le métier d'éducateur ou d'éducatrice sportive, et dans le tennis c'est particulièrement le cas, se pratique quand les gens ne travaillent pas. Tout à fait. Donc soit auprès des enfants le mercredi par exemple ou le samedi matin, c'est souvent le cas dans les clubs de tennis, Mmh. mais évidemment il y a beaucoup de séances en fin de journée lorsque les gens ne travaillent pas. Et ça, quand on est jeune, on le perçoit peu. Mmh. Euh, Aussi parce que le niveau, disons, de responsabilité ou d'intégration familiale est beaucoup plus faible. Il va monter en régime plus tard et donc on anticipe assez peu les engagements familiaux qu'on va avoir les années suivantes. Donc, quand on croise comme ça les contraintes à la fois corporelles, temporelles, mais aussi économiques, parce que c'est assez faiblement rémunérateur, et donc d'un coup on découvre que quand on commence à avoir un conjoint, une conjointe, des projets de parentalité, des projets immobiliers, bon, ben, on va être un peu limité. Euh, Tout ça fait que finalement, les difficultés qui sont relatives à ce métier ne se perçoivent pas à l'entrée dans le métier, où Mmh. la dimension passionnelle et vocationnelle sont motrices. Mmh. Et donc, on ne perçoit que les aspects positifs et le privilège d'associer travail et passion. Et Mmh. puis bah, progressivement, ces difficultés viennent mettre en balance en fait le moteur passionnel. Euh, et donc, alors c'est hyper intéressant parce que sur ces aspects-là, ce qu'on perçoit, c'est la manière dont les professionnels racontent l'émergence de ces tensions et la notion d'équilibre. C'est-à-dire, il faut toujours trouver l'équilibre entre la vie familiale et le travail, Mmh. entre la passion qu'on a envie de préserver dans son travail, c'est-à-dire par exemple intervenir pour certains auprès de pratiquants qui ont un bon niveau, parce qu'on a soi-même eu un bon niveau et qu'on a envie de garder cette exigence technique, etc. Mais en même temps, il y a beaucoup plus d'opportunités d'intervenir auprès de pratiquants débutants ou des enfants, même si c'est pas ce qui nous passionne. Alors c'est un exemple, hein, ça peut être Ouais, d'autres c'est un attentes. bon exemple. Mais même si c'est pas ce qui nous passionne, ce sont des opportunités aussi de rentrer des heures, comme certains disent, et donc de compléter, d'essayer de tendre vers un temps plein en recomposant un temps plein en associant des heures ici ou là. Et donc on essaie de trouver un équilibre entre la préservation du moteur passionnel et puis les contraintes un peu plus pragmatiques, ne pas travailler que le soir et le week-end, avoir une activité un petit peu rémunératrice, voilà. Et donc il y a constamment cette gestion de l'équilibre. Et dans cette gestion de l'équilibre, évidemment, il y a des inégalités de ressources, quoi. C'est-à-dire que
Il y a des ressources culturelles qui sont très inégales. Par exemple, il y a des éducateurs en tennis Mmh. qui vont aller se former sur d'autres disciplines connexes, ou même des disciplines complètement différentes, ou Mmh. alors sur de la montée en compétences, par exemple en termes de formation, Mmh. en termes de management ou de gestion comptable, etc. Et donc, ils vont se donner la possibilité d'avoir plus de ressources pour gérer cet équilibre, en allant chercher un peu de rémunération sur d'autres compétences ou en allant sur d'autres disciplines, etc. Il y a un peu moins de terrain, mais plus administratif, Exactement. rechercher un rôle de formateur, de tuteur, par exemple, ou avoir, quelque chose d'administratif dans un club, être ce qu'on appelle nous, plutôt directeur sportif, c'est-à-dire recruter, Tout à fait. finalement créer des plannings, créer des co-créer des séances avec, un assistant, par exemple, ce genre de choses. Voilà, c'est un peu le finalement, ce que tu dis, c'est un peu aussi l'horizon, alors peut-être presque unique, hein, finalement, de l'éducateur sportif qui, peut-être voit aussi le rôle de formateur comme un graal, puisqu'on s'enlève de la contrainte physique, on a des horaires, plus classiques, on peut avoir une vie familiale ou un peu plus sociale, en tout cas sociale, en dehors de l'association sportive ou du lieu de l'emploi, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. Mmh. Alors toutes ces ressources qui passent par des qualifications, des diplômes, et globalement, ça, c'est vraiment un constat, moi, qui m'a beaucoup saisi, c'est que les éducateurs et les éducatrices sportives sont surdiplômés. Si on regarde le nombre de formations, de qualifications, de diplômes qu'ils ont, Mmh. et ça s'explique principalement par ces stratégies de diversification ou de montée en compétences plutôt vers le haut Mmh. et qui permettent de faciliter cette gestion de l'équilibre entre, d'une part, la préservation du moteur passionnel et puis les enjeux beaucoup plus pragmatiques, les contraintes temporelles, les contraintes corporelles. Pouvoir aussi faire autre chose que d'être sur le terrain, c'est aussi mieux supporter la dimension physique. Donc voilà, là, il y a beaucoup d'inégalités parce que pour pouvoir faire ces formations, il faut du temps et Mmh. quelques marges, disons, financières. Donc là, ça va dépendre des situations conjugales, de l'activité professionnelle des conjoints, de Mmh. l'âge des enfants, du nombre d'enfants, etc. Et de Donc, si l'employeur, si on se forme sur du temps de travail, accorde effectivement du temps de formation sur un temps de travail plutôt que d'aller le faire, en dehors de son temps de travail et ça rejoint ce que tu dis avec, la contrainte, entre guillemets «familiale», quoi. ouais, tout à fait. Mmh. Donc voilà, alors il y a ceux qui ont ces ressources-là. Mmh. Il y a ceux qui ont aussi des ressources encore un peu plus importantes pour en fait se reconvertir sur une activité qui est parfois sans rapport avec le métier d'éducateur sportif dans le tennis, mais qui vont garder une activité d'encadrement. Euh, Parfois, alors c'est peut-être un peu moins le cas dans le tennis, mais dans certaines disciplines, parfois d'une façon, j'allais dire, informelle, officieuse et presque illégale. Par exemple, bon, l'éducateur sportif qui se rend compte que son activité est peu rémunératrice et que son projet familial entre en tension avec des interventions qui sont le soir, le week-end, etc. Il a les possibilités de se reconvertir, mais comme il est passionné par cette activité, il va la garder simplement sur ses temps de loisirs. En tout cas, c'est présenté comme tel dans le Mmh. cadre familial. Mmh. Et en même temps, ça reste assez rémunérateur parce que on va par exemple euh, se faire rembourser des frais de déplacement qui sont souvent un petit peu surestimés, etc. On Mmh. continue d'accéder à des formations parce qu'on est très impliqué dans le club. Donc voilà, il y a ce genre de profil. Par contre, il y a les profils qui ont peu de ressources, ni pour se reconvertir, Mmh. ni pour se donner un petit peu d'air en montant en compétences ou en se diversifiant. Et là, bon, on a des éducateurs sportifs qui sont un peu coincés dans des situations qui sont compliquées, quoi, Tout à fait. où ils cherchent à essayer de recomposer ce temps plein. Ils vont cumuler de petits contrats en allant choper quelques heures dans des différents clubs. Ils sont en fait comme des entrepreneurs de leur propre activité, mais par le cumul de petits contrats assez précaires, assez peu rémunérateurs, Mmh.
Les frais de déplacement, là, en l'occurrence, bon, bah, ils ne les comptabilisent pas, ils les prennent en charge eux-mêmes, etc. Ils ont aussi, du coup, une augmentation de toute l'activité administrative qui est sous-jacente à ces multiples interventions, ces multiples contrats. Mhm. Et donc bon, l'équilibre que j'évoquais tout à l'heure commence à faire émerger des difficultés, de la souffrance, et qui est difficile à exprimer, Mhm. une fois parce que bah, l'éducateur sportif est censé être dynamique, entraînant, enthousiaste, et que la revendication dans le milieu sportif apparaît plutôt comme une plainte qui n'a pas lieu d'être et qui est perçue comme la marque comment dire, d'une compétence discutable, quoi. Tout à fait, mais ça me fait penser ce que tu dis à cette fameuse maxime qu'on a, alors, pas forcément dans le tennis, mais l'entraîneur doit être entraînant. Donc c'est vrai qu'il rentre sur le terrain et il est animateur, il doit mettre de la joie, etc. Et peut-être que derrière le rideau, c'est pas si, voilà, en fond, c'est peut-être pas si chouette, mais il doit donner de lui parce que il fait partie de ce monde du loisir et du divertissement, quoi, finalement, la plupart du temps. Et Ouais. ça peut être difficile à gérer, effectivement, psychologiquement, quoi. Au bout d'un certain moment, Ouais, ça. ouais. Alors, d'autant plus que ça s'insinue dans toutes les composantes Mmh. du travail, y compris dans la relation avec l'employeur, qui souvent appartient au monde sportif. Bon, une bonne part des employeurs sont quand même des associations sportives, et donc dans le tennis, des clubs de tennis. Mmh. Vous savez comment fonctionnent les clubs de tennis. Là aussi, les modèles économiques sont parfois un peu fragiles, et ils sont fragilisés ces derniers temps. Et donc, bon, recruter un éducateur sportif comme salarié, surtout quand il n'y en a que un ou deux dans le club. Alors, soit on le prend sur quelques heures, mais quand on le prend pour couvrir un peu l'ensemble de l'activité d'encadrement, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens, des différents niveaux, bon, finalement, très vite, le travail, c'est à la fois d'encadrer, mais ça va être aussi de gérer le clubhouse, de gérer les licences, de gérer le matériel, etc. Et ça, c'est un phénomène qui n'est pas du tout spécifique ni au club de tennis, ni au monde sportif, mais c'est très renseigné depuis longtemps par la sociologie. Et c'est ce Mmh. qu'un sociologue américain appelait le sale boulot. Non pas parce que du point de vue de l'analyse, c'est quelque chose d'inintéressant et de peu légitime, mais c'est au contraire vécu comme tel, quoi. C'est-à-dire que ce qui est le moins noble, le moins glorieux, bon, puisque on est tous bénévoles dans ce club, sauf le ou la salarié, il paraît évident que voilà, le ou la seule qui a la chance d'être payé pour être là alors qu'on est tous là, bah, que ça soit plutôt à cette personne-là que soient dévolues les tâches les plus ingrates, etc. Et donc très vite, il y a une extension de l'activité de l'éducateur sportif vers des tâches qui sont sans grand rapport avec sa compétence, qui est celle de l'encadrement des activités sportives, Mmh. ce qui est parfois très très mal vécu, hein. Donc là, je prends l'exemple des clubs de tennis, mais on va retrouver des équivalents dans les clubs d'équitation. Ça peut aller jusqu'à, je sais pas moi, évidemment prendre soin des chevaux, mais réparer les barrières, etc. Dans les salles de remise en forme, Mmh. c'est toute la gestion des réservations, du planning, etc. Bref, ça prend des formes différentes selon les disciplines et les structures sportives. Mmh. On trouve des exemples très, très fréquemment dans les clubs de tennis, mais c'est quelque chose de transversal en fait, Oui. cette extension du sale boulot. Et c'est justifié par le fait que, on soit dans le contexte sportif, et donc on a bien de la chance finalement d'être payé pour être là au bar du clubhouse pendant que tout le monde se détend. Donc voilà, il y a ce phénomène qui est pas facile, qui est pas facile à gérer. Ça s'insinue aussi dans, je dirais, le rapport à la pratique sportive. Ça, c'est un autre aspect intéressant et très transversal, c'est que, on le disait tout à l'heure, on s'engage plutôt quand on est jeune et pratiquant, et donc le rapport passionnel au sport, c'est un rapport de pratiquant Mmh. qu'on a tous quand on commence. Euh, et évidemment, le rapport à la pratique en tant que pratiquant est pas du tout le même qu'on a en tant qu'encadrant.
Le exactement. plaisir n'est pas le même, la compétence n'est pas la même, et l'activité, clairement, n'est pas la même, quoi. Et donc, il y a bon, bah, parfois des professionnels qui ont réussi en quelque sorte à convertir leur rapport de pratiquant et le plaisir qu'ils en tirent, et même la dimension passionnelle, en un plaisir d'encadrer et de transformer techniquement l'activité du pratiquant, en voyant les effets des conseils, des situations mises en place, etc., en voyant l'évolution de certains pratiquants qu'on peut suivre sur plusieurs années. Donc, il y a ceux qui réussissent cette conversion et ceux qui la réussissent moins. Et ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que on peut finalement repérer dans les parcours de pratiquants et les parcours de formation D'accord. les éléments qui préparent à cette conversion. Il y a des parcours sportifs et des parcours de socialisation, en fait, dans le contexte familial, dans le contexte sportif, dans le contexte scolaire, qui déjà installent des dispositions à accompagner, à encadrer, à se décentrer par rapport aux pratiquants et à ne pas être donc au centre, etc. Et puis, il y a des parcours dans lesquels, au contraire, ces dispositions ne s'installent pas et donc elles ne seront pas mises à profit d'un point de vue professionnel. Donc, parfois, très vite, il y a des professionnels qui se rendent compte qu'ils se lassent, qu'ils sont lassés d'être sur le cours de tennis en donnant des conseils, en observant pratiquer sans jamais trop pratiquer, etc. Et donc on a comme ça cette illusion qu'on va être dans le milieu sportif et donc dans le milieu passionnel, en se rendant compte qu'en fait, quand on est encadrant, l'activité se vide de la substance passionnelle qui est la pratique en elle-même, en fait. Mm, mm, Il y a vraiment ces deux profils, alors avec des profils intermédiaires hein, que j'ai distingués, mais on peut presque, en regardant, ouais, en examinant un petit peu les parcours de socialisation dans les contextes sportifs, familiaux, scolaires et autres, voir ceux qui seront plus à l'aise dans la conversion du plaisir de la pratique au plaisir de l'encadrement. Et mm. ceux, au contraire, ce sera un petit peu plus difficile, quoi. Ouais. Il y a une page que j'ai bien aimée, c'est la page 182 pour ceux qui auront le livre. Effectivement, il y a ce que tu appelles la figure numéro 10, répartition de la fréquence des horaires atypiques en fonction du métier. Effectivement, on s'aperçoit que dans les clubs sportifs, on est à 85% et il y a d'autres effectivement structures dans lesquelles c'est différent, notamment dans les centres de loisirs ou les centres sociaux et socioculturel. Donc là, il y a vraiment cette dimension des temporalités qui est intéressante. Mais il y a aussi une chose qui est très intéressante, c'est enfin, j'essaye de remonter un petit peu à la genèse du métier d'éducateur sportif et peut-être que le verre est dans la pomme au départ. Et tu écris, c'est donc en considérant le travail d'encadrement sportif comme un travail spécifique par nature que la logique légale tendra davantage vers l'assouplissement du code du travail que vers la valorisation d'une difficulté au profit des employés. Est-ce que tu peux préciser ça? Ouais, alors tu as la page que je Oui, peux. c'est la page 182. Donc effectivement, j'ai peut-être mal cité je t'ai extrait peut-être quelque chose de trop fin. Tu écris: «Dès les années 80, alors que le gouvernement socialiste mise sur les activités de loisirs pour relancer l'économie, le ministère du temps libre entame une réflexion sur l'indispensable accompagnement professionnel de ces activités. La temporalité paradoxale de cet accompagnement est appréhendée sur le mode de l'exceptionnalité, suivant lequel il ne s'agit pas d'appliquer le code du travail, mais de l'adapter pour le rendre supportable par les employeurs». Et tu cites Fleuriel 2021. Ouais, alors là, je fais référence à un travail qui a été fait sur l'histoire de la mise en œuvre Mmh. de la Convention collective nationale du sport, Oui, oui, oui. et qui est vraiment intéressante. Alors, c'est un ouvrage de Sébastien Fleuriel qui a été publié effectivement il y a quelques années aux presses universitaires de Grenoble. Mmh. Et donc, il raconte, d'abord, il contextualise, effectivement, dans les années 80, il y a eu une vague de conventionnement par branche Mmh. professionnelle. Mmh. Et le sport a été enjoint à suivre cette vague avec une espèce de petite pression qui a été mise sur les acteurs, les employeurs du mouvement sportif, Mmh. puisque
il a été question de regrouper les employeurs du secteur sportif dans celui de l'animation culturelle, etc. Oui. Ce qui convenait pas donc aux acteurs du sport. Et donc, ils se sont empressés de répondre à la demande en installant cette convention collective nationale du sport. Et dans le processus de construction de rédaction, finalement, les employés ont été relativement absents. Hmm. Donc, elle a plutôt été construite dans une logique qui a consisté à non pas protéger ses employés, mais simplement à permettre l'activité sans Oui. trop la contraindre légalement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on saute un petit peu dans le temps et qu'on observe les conditions dans lesquelles travaillent les Oui. éducateurs ou les éducateurs, ben, on reconnaît très très peu la spécificité de leur travail. Par exemple, la spécificité temporelle, c'est-à-dire le fait de ne travailler que le soir ou le week-end alors là, on disait dans les clubs, ça représente effectivement 85%. Mhm. Donc c'est énorme. Et dans le tennis, il me semble, j'ai pas de données spécifiques au tennis, mais quand on connaît un petit peu les clubs et la manière dont ils fonctionnent, c'est vrai que la plupart Mhm. des, des heures d'encadrement de tennis, notamment pour les adultes, c'est à partir de 18, 19 ans, etc., quoi. Tout à fait, oui, oui, c'est ça, bien sûr. C'est assez, enfin, ça suit on va dire la norme, hein, effectivement. Un éducateur sportif tennis, un moniteur de tennis, il va travailler effectivement, à partir de 4h30, 5h généralement, à moins qu'il ait une clientèle privée la journée ou entre midi et 2 où il peut faire des leçons individuelles. Après, il peut avoir, selon les cycles qu'il a trouvés avec les écoles, faire aussi des cycles avec les écoles et donc avoir des horaires un petit peu différentes. Mais c'est surtout évidemment le mercredi et le samedi et parfois il est aussi juge arbitre et donc il a une activité de juge arbitrage et il organise des tournois où il encadre sur des matchs par équipe, comme on dit, que ce soit les enfants ou les adultes, sachant que même des fois, il est sur le pont le dimanche, qui est généralement sa journée de repos, mais il joue en équipe. Alors, c'est évidemment pas tous les week-ends dans l'année, mais là, il devient joueur. Et quand il devient joueur, on n'observe pas beaucoup, nous en tout cas, de contrats spécifiques pour joueurs. C'est-à-dire, ça fait un peu partie de la culture de dire ben, on recherche quelqu'un qui aussi capitainera ou sera joueur le week-end dans l'équipe 1 et on recherche quelqu'un avec tel classement, etc., etc. Donc en fait, c'est un peu non-stop quoi, comme métier. Ça peut être non-stop, hein, effectivement, et ben, dommageable pour le corps et ces spécificités-là ne sont pas forcément prises en compte, comme tu le disais. Ce que tu décris, là, il y a plusieurs choses hein, qui sont en fait à la fois dans les formes spécifiques au monde du tennis, mais en fait transversales à beaucoup de contextes Mm. d'éducateurs et éducatrices sportives. Là, ce dernier point, par exemple, le fait d'attendre que le salarié soit aussi un joueur à titre personnel, en tant que licencié, etc., dans une équipe, bon, comme c'est le salarié, s'il pouvait prendre le capitanat donc là, on voit bien comment se brouille un petit peu la frontière entre le cadre légal et puis en même temps le rapport, j'ai un collègue qui appelle ça comme ça, le rapport humain ou le rapport d'homme à homme. Et ça, Mhm. c'est très spécifique au monde du sport, dans lequel en fait on a beaucoup de difficultés à penser le travail comme dans d'autres secteurs. Oui. Finalement, le contrat de travail importe peu et est voilé par la confiance, la convivialité, le rapport humain, etc. Donc, on peut attendre d'un salarié qu'il s'investisse aussi un petit peu à titre personnel. Et on verrait assez mal comment un éducateur, par exemple un prof de tennis salarié dans un club, refuse un petit peu cette demande en disant non, pour moi, le contexte professionnel, c'est le contexte professionnel. Ma pratique personnelle, c'est du loisir, c'est ma vie perso, et j'entends séparer de la manière la plus hermétique et la plus saine possible les deux. Mhm. C'est difficile, alors que dans d'autres contextes, on le dit assez facilement. Mais Oui, droit à la déconnexion, enfin, qui existe aussi, mais est-ce qu'on en fait usage? Voilà, c'est ça. d'un autre côté, je dis que dans d'autres secteurs, on le fait plus facilement, mais de moins en moins. Et c'est pour ça que le travail sur les éducateurs sportifs est intéressant, parce qu'il donne à voir de manière un peu grossie, comme un effet de loupe, ce qui est à l'œuvre globalement dans le monde du travail. Mm. Euh,
là, l'exemple que je prenais à l'instant, on pourrait retrouver à peu près la même mécanique dans les stratégies managériales de team building dans certaines entreprises, où on voit assez difficilement comment un salarié qui évolue bon, dans une entreprise et à qui on propose de venir en week-end faire du kayak ou des escape games avec les collègues et sa hiérarchie, on voit difficilement comment il pourrait refuser en disant non, non, ce que vous me proposez, c'est dans le cadre professionnel et j'irai faire peut-être du kayak, mais avec ma famille, mes amis, etc. Là, d'un Mhm, mhm. côté, trop rigide, on n'est pas assez corporate, on n'est pas assez sur le rapport humain, on ne fait pas partie de l'équipe, on n'a pas l'esprit, etc. Donc, on voit bien comment ce qu'on observe là dans le monde du sport, c'est différent parce que bah, c'est plus intense, mais du point de vue des logiques qui s'étendent dans le monde du travail, c'est pas Tout à si. fait. Et après, ce que tu disais aussi sur comment dire, la temporalité du travail, c'est-à-dire quand on travaille auprès des enfants ou des écoles, donc on est plutôt sur le Oui. mercredi, on est plutôt le samedi matin, etc. Ça, c'est intéressant parce que ce sont des stratégies qui sont à l'œuvre hein, chez les éducateurs sportifs, d'essayer de trouver des heures avec les enfants pour travailler en journée le mercredi, par exemple. Y compris, par exemple, j'ai observé ça chez des éducateurs sportifs qui étaient salariés dans des municipalités ou des communautés de communes euh, qui repensaient leur activité d'encadrement du sport plutôt vers l'éducation, plutôt vers les enfants. En Mhm. fait, essayer d'avoir un maximum d'activité en journée et un minimum d'activité en fin de journée ou le soir ou le week-end. Donc ça, dans la gestion de l'équilibre et des tensions que j'évoquais tout à l'heure, il y a parfois des stratégies de cet ordre-là. Mhm. Être en scolaire, c'est avoir des chances de travailler en journée. Donc, Ouais, et c'est là où bon, je voulais te poser deux questions avant de voir ce qu'on peut faire en termes de politique, par exemple, ou d'adaptation, par exemple. Mais là, tu parles finalement du temps extrascolaire. Et là, j'ai une réflexion, c'est un peu en ce moment, on essaye de... Des fois, je me dis, on essaye quand même de faire rentrer des ronds dans des carrés. Parce que les emplois du temps, finalement, notamment à l'école, ne sont pas en France des emplois du temps, pour schématiser, école le matin, sport l'après-midi ou activité. Et effectivement, si on avait ce modèle-là, qui existe dans d'autres pays, hein, je sais que ça existe en Italie, il me semble que c'est un peu le cas en Allemagne, alors je ne connais pas trop, hein, mais si tu connais, tu me dis. Effectivement, là, si on avait ce modèle, j'ai presque envie de dire, de société-là et ce rapport à l'activité sportive, ou aux activités autres que l'école, ben finalement, l'éducateur sportif, il gagnerait peut-être 2 à 3 heures de boulot par jour et on se rapprocherait, enfin, on aurait peut-être plus de temps d'enseignement, etc., etc. Donc, je ne sais pas ce que tu penses de cette réflexion. Est-ce que, voilà, tout à l'heure, j'essayais de te dire, est-ce que le verre n'est pas déjà dans la pomme au départ, etc. Puis finalement, c'est assez large et il y a quand même nos emplois du temps là-dedans, quoi, en fait. ouais. Ouais, ouais, alors c'est une question récurrente hein, depuis assez longtemps. Sachant que la place du sport à l'école, ça vient aussi interroger l'EPS, en particulier en fait dans les écoles primaires. Mhm. Euh, Finalement, les professeurs des écoles sont censés dispenser des heures hein, d'EPS au même titre que les autres disciplines et le font assez rarement parce qu'ils ne se sentent pas compétents et qu'il y a une approche de la discipline qui est en décalage avec l'approche des autres disciplines. Mhm. Donc, finalement, l'EPS est un peu à part. Ils se sentent assez peu disposés, mal formés. Pour certains, c'est aussi quelque chose de moins important, il faut le dire. Donc soit ils ne le font pas, soit ils les dispensent d'une manière un peu variable et pas systématique dans la cour de récréation, de façon assez peu formalisée, assez peu organisée. Et Mhm. puis, évidemment, il y a tout un ensemble de pratiques partenariales en fait, entre les écoles, Oui. l'espace des communes la plupart du temps, et les structures sportives qui existent dans ces communes et qui bénéficient aussi de subventions municipales. Et donc il y a beaucoup de partenariats de cet ordre-là. Et ça, là, pour revenir à la difficulté et aux stratégies déployées par les éducateurs sportifs qui ne sont pas protégés en fait par des contextes d'emploi,
Donc, n'étant pas protégés, ils développent des stratégies à l'échelle purement individuelle. Mhm. Et, et c'est intéressant parce que c'est parfois eux-mêmes qui essaient d'aller à la rencontre des écoles ou de négocier avec les services sport des municipalités pour essayer de contractualiser des heures hebdomadaires dans les écoles, des cycles d'initiation, etc. Et parfois, donc, il y a des écoles qui trouvent leur intérêt parce que ça permet de cocher la case EPS sans la faire supporter par les professeurs des écoles qui sont peu disposés. Mais oui, alors l'un des obstacles au développement de ce principe-là, à un Mhm. développement un peu plus systématique et structuré, et voire vers le modèle allemand que tu évoquais, c'est le fait aussi qu'il y ait une approche, disons, contre-culturelle de l'EPS. Je m'explique un petit peu. Mhm. Alors, elle est plutôt portée par les enseignants du secondaire, mais c'est l'idée que l'EPS, c'est pas une initiation au sport fédéral, en gros. D'accord. Euh, on considère comme principalement orienté vers l'entraînement technique et la performance, etc. Et donc, les enseignants d'EPS, eux, sont souvent porteurs d'une vision qui est celle d'utiliser les disciplines traditionnelles comme des supports, ce qu'ils appellent des pratiques culturelles de référence, mais Mhm. qui vont être des outils à moduler. Et donc, si nécessaire, on transforme ce qu'est le tennis, ce qu'est le basket, le handball, etc., pour viser des compétences qui sont plutôt des compétences sociales ou autres. Et c'est intéressant parce que, en fait, il y a un double mouvement, c'est-à-dire que même s'il y a des enseignants de PS qui sont très arc-boutés sur cette vision-là et donc qui voient d'un œil plutôt critique l'intervention de clubs et donc d'éducateurs sportifs qui ne sont pas des enseignants de PS dans les écoles, Mhm. d'un autre côté, on voit bien aussi que les structures sportives, pour essayer de survivre et d'obtenir des financements, euh, vont vers l'usage de leur discipline en direction de finalités sociales, éducatives, etc. Et de plus en plus, dans le cadre des critères de subvention au niveau des municipalités, Mhm. on considère chez les élus, mais aussi dans les services de sport, que la subvention ne peut plus être automatique, simplement parce qu'il y a une structure sportive qui existe, mais elle doit être conditionnée à une plus-value qui doit être sociale ou éducative. Et donc il y a un double mouvement, c'est-à-dire que malgré tout, les écoles s'ouvrent de plus en plus à des partenariats avec les associations sportives qui sont implantées sur le territoire. Et d'un autre côté, les associations sportives en question, de manière plus ou moins instrumentale, mais malgré tout évoluent vers d'autres approches que la seule performance ou la compétition ou l'entraînement technique pur, en mettant leur discipline et leur encadrement au service d'autres finalités. Je comprends. Donc voilà, il y a une porosité qui est malgré tout croissante. Mhm. Euh, Ça n'empêche que ça reste très progressif et donc on est encore loin d'un modèle qui consisterait voilà, à libérer, par exemple, les après-midi uniquement pour les pratiques culturelles et sportives. Mhm. Je pense qu'on n'y Ouais, est je pas. comprends. Comment toi tu comprends la difficulté à ce métier, à se penser, comme tu le dis, collectivement, et notamment, parce que là, on parle de syndicats, mais du coup, alors évidemment, les syndicats sont en perte de vitesse, enfin, j'allais dire croissante, alors pas forcément, il y a peut-être un petit regain de temps en temps, etc., en fonction de l'actualité politique. Mais comment tu expliques que l'éducateur sportif a du mal à se penser collectivement? Pourquoi est-ce qu'il se pense, lui, plutôt individuellement? Ouais. Je pense que c'est l'une des questions centrales. Mmh. J'y vois plusieurs raisons. D'abord, ce que moi je constate là, avec les données dont je dispose, c'est qu'il y a une très faible connaissance Oui. à la fois des appuis légaux qui sont à leur disposition, les conventions collectives, etc., le code du travail, et puis des syndicats et des institutions sur lesquelles ils pourraient s'appuyer. Mmh. Euh,
Donc ça, c'est une première raison. Alors cette méconnaissance peut aussi s'expliquer par notamment l'histoire de la Convention collective nationale du sport. Et là, je renvoie à nouveau à l'ouvrage de Sébastien. Mais il y a une autre raison un peu plus fondamentale, c'est qui est liée à l'indéfinition du métier. C'est-à-dire que finalement, si on regarde ce que sont, alors moi, volontairement, je suis parti d'une définition très extensive du métier d'éducateur sportif. Précisément parce que l'un des enjeux, c'était de voir comment les uns et les autres définissent, parfois d'une manière différente, le métier et comment, dans cet ensemble de définitions multiples ou de conceptions multiples du métier, quels sont les arguments que les uns et les autres font valoir pour dire le vrai métier d'éducateur sportif, c'est ça ou c'est plutôt ça, etc. Mm. Et en ayant cette approche-là, je me suis très vite rendu compte que cette indéfinition, parce que c'est vrai qu'il est très variable dans ses conditions d'exercice. J'évoquais tout à l'heure le milieu de l'équitation. Bon, c'est quand même très différent de la manière dont ça fonctionne en tennis, et puis c'est encore très différent de ce qu'on va voir dans les salles de remise en forme ou dans des clubs Oui. de foot, etc. Mm. Et pourtant, on parle bien du même métier, quoi. Et donc dans cet ensemble très hétérogène, bah, paradoxalement, les éducateurs et les éducatrices ont un réflexe qui est de travailler la définition de leur propre métier, mais sous l'angle de la singularité. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, dire, c'est vrai qu'il y a plein d'éducateurs et d'éducatrices avec des contextes de pratiques différents et des approches différentes, etc. Mais moi, dans cet ensemble hétérogène, voilà ce que je suis et voilà en quoi je suis un vrai éducateur sportif et en quoi je suis meilleur. Et donc, je me suis amusé, entre guillemets, à regarder quels étaient les registres argumentaires qui leur permettaient de dire voilà en quoi je suis meilleur. Et ils sont variables. Souvent, le plus fréquent, c'est l'éthique du métier. Donc alors là aussi, ça va prendre des formes différentes, mais en équitation, ça va être le rapport à l'animal. En tennis, par exemple, on aura souvent euh, voilà, est-ce qu'il faut l'approche auprès des enfants? Est-ce qu'il faut tout de suite répéter sur des routines les mêmes gestes pour travailler le coup droit très tôt, etc. Ou alors est-ce qu'il faut laisser appréhender la raquette, les trajectoires d'une manière complètement libre et favoriser le plaisir pour qu'ensuite il y ait un effet de cliquet à partir du plaisir? Donc il rentre comme ça dans des détails qui relèvent vraiment des compétences professionnelles, mais les uns et les autres s'opposent. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux arguments complètement opposés Mhm. de deux profs de tennis, par exemple, qui vont dire, en fait, moi, je sais ce que je fais quand je travaille auprès des enfants, et c'est ce qui me distingue des autres et qui me rend meilleur. Et en face, l'autre va dire exactement la même chose, mais en ayant une approche complètement opposée. Et en gros, ce que ça montre, c'est que dans cet ensemble hyper hétérogène, le réflexe de chacun, c'est pas de se dire on représente un collectif certes hétérogène, mais finalement nos conditions de travail sont marquées par des difficultés qui sont transversales, et donc on aurait intérêt à se mobiliser collectivement, à montrer qu'il y a un corps professionnel qui pourrait Pilier professionnel. Mm. voilà, faire valoir des conditions de travail spécifiques, mais les discours sont pas du tout ceci. Le réflexe est plutôt de dire, dans cet ensemble-là, il y a du bon et du moins bon, et moi, voilà pourquoi, singulièrement, notamment du point de vue de l'éthique, je suis meilleur. Donc il y a un réflexe de singularisation qui affaiblit encore plus finalement la force de mobilisation collective. Mm. Et donc ça, jusqu'à, dans les discours souvent, ça va jusqu'à l'appui sur des contre-modèles en fait, d'éducateurs sportifs. Donc ils sont par exemple très très nombreux à dire moi je ne suis pas comme le coach qui donne des faux conseils sur YouTube, etc. Donc il y a des figures comme ça qui sont des contre-modèles de l'éducateur sportif, qui sont très variables. Mais donc, on se définit d'abord voilà, en s'adossant à un contre-modèle et d'une façon très singulière. Mais je pense que ça s'explique aussi par le fait que
et j'espère que mon travail pourra aider à ça. On a du mal collectivement à percevoir ce qu'il y a de transversal dans les difficultés du métier parce qu'on a l'impression que les contextes d'emploi sont tellement différents que on ne peut pas les traiter dans un seul ensemble. Mm. Voilà. On ne perçoit pas que les difficultés qu'on rencontre sont, disons, structurellement, même si ça prend des formes différentes, mais sont structurellement les mêmes que celles que rencontrent d'autres éducateurs sportifs dans d'autres disciplines, etc. Et donc, il y a une conscience collective qui est très faible et qui est affaiblie par le réflexe de présentation de soi sous l'angle de la singularité et notamment de l'éthique. Mm. Voilà, donc tout ça explique que bon, finalement, la conscience collective est très, très faible. Ouais, très faible. Pour terminer l'entretien, quelle solution toi tu vois? Je sais que c'est pas forcément l'objet du livre en tout cas, mais comment est-ce que tu as des pistes, même un avis, des opinions sur qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Alors, bon, nous, le syndicat, on a un rôle effectivement qui est à la fois collectif et individuel aussi, hein, puisque on règle des problèmes individuels de rapport entre un employeur et un employé. Et puis, on a aussi une action collective. Maintenant, toi, de par voilà, le livre, en tout cas tes recherches ou même une vision personnelle, comment toi, tu verrais des pistes pour améliorer effectivement les conditions de travail des éducateurs sportifs? Ouais, j'en vois plusieurs. Euh, D'abord, sans doute un travail possible, mais probablement que vous le faites auprès des employeurs, notamment associatifs, Mm. qui, qui sont pas non plus, enfin, on peut difficilement les mettre en responsabilité totale parce que il y a ce qu'on appelle nous une faible employabilité, qui est à la fois économique, hein, il faut le dire. Les associations sont parfois fragiles. Le modèle économique est pas toujours facile à faire vivre, mais aussi du point de vue des compétences en tant qu'employeur. C'est-à-dire que bon, bah, généralement, il y a un conseil d'administration, ce sont plutôt des bénévoles, des gens qui sont dans le club depuis longtemps, etc., et qui, dans leur vie professionnelle, n'ont pas été amenés à développer des compétences Ok. managériales, Ouais. légales. Et donc ça, c'est une des particularités du secteur sportif. On rencontre un peu la même chose dans le milieu de la culture. Donc peut-être que euh, faciliter l'accès à l'information ou à la formation des bénévoles dirigeants du monde sportif, c'est aussi, ça permettrait de travailler l'employabilité et de l'améliorer malgré les conditions économiques difficiles. Quand j'évoquais l'extension du sale boulot, c'est-à-dire quand on emploie un salarié et que finalement la moitié du temps il fait autre chose que d'encadrer, bon, bah, je pense que la plupart des bénévoles dirigeants de clubs de tennis, en découvrant cet aspect-là, même s'ils ne le méconnaissent pas, mais en le découvrant comme un objet d'analyse et comme la source de difficultés dans les conditions de travail, je pense que beaucoup seraient disposés à en prendre conscience et à essayer d'en tenir compte dans le quotidien de la vie d'un club et des conditions de travail d'un salarié. Donc, bon, j'ai ce petit espoir que, par exemple, ce travail de sociologie puisse aussi s'adresser et être diffusé à l'adresse des employeurs associatifs et qu'il y ait une espèce de conscience, en fait, que, on a beau être dans le sport, on est quand même aussi dans le monde du travail et on a beau être bénévole, dirigeant, eh ben, en face de soi, quand on recrute quelqu'un, on a quelqu'un qui est dans sa vie professionnelle et donc les conditions de travail sont à interroger, quoi. Mm. Alors, c'est pas systématique, hein, il y en a qui le sont, mais souvent, c'est non pas d'une manière hasardeuse, mais des compétences qui leur viennent de leur propre parcours professionnel, en fait. Ensuite, bon, à l'adresse aussi des éducateurs, bien sûr, eux-mêmes, euh, diffuser, et c'est sans doute que vous le faites aussi, bah, la Convention collective nationale du sport et au-delà des, comment dire, des textes ou des réalités institutionnelles, faciliter la prise de
conscience en fait d'une situation professionnelle. Moi, je le vois dans les entretiens. Euh, Ils disent pas tout de suite que c'est difficile, qu'ils parlent pas de revendications, ils parlent pas de conditions de travail, ils parlent pas de contrat de travail de façon explicite. C'est toujours des formules un petit peu qui euphémisent les difficultés Mm. du type. Là, c'est vrai que ces semaines-là, quand je cumule 6 contrats différents, c'est un peu sport. Voilà. Mais derrière la formule, c'est un peu sport, qui sonne plutôt positivement parce que bah, on relève le défi en fait de l'enchaînement des heures des contrats. Non, en fait, il y a une réalité de travail qui est celle de la souffrance potentielle en fait. Mm. Donc, il y a, je pense, pas mal de travail à faire sur l'accompagnement vers une prise de conscience des réalités professionnelles et de l'expression des difficultés dépasser en fait cette espèce d'obstacle culturel qui consiste à penser le sport uniquement comme un espace comment dire, de plaisir, de joie, d'épanouissement, de passion, mais aussi comme un monde professionnel, quoi. Ça, Mm. je pense, le diffuser, c'est un ressort, à mon avis, important. Mhm. Après, bon, bah, il y a clairement une interrogation plus politique hein, sur les conditions de travail et qui, sans doute, mériterait de faire l'objet d'un statut spécifique. Ah. Moi, je fais souvent la comparaison avec les intermittents du spectacle. Bon, c'est l'histoire, une longue histoire d'institutionnalisation et de prise en compte des particularités d'un secteur et d'une activité. Alors, il n'est pas parfait, ce statut, mais il est quand même pensé comme dans le sens d'une prise en compte des spécificités d'une activité qui, temporellement, ne peut pas fonctionner de la même manière que celle d'un salarié qui travaille de manière beaucoup plus classique. Sans doute que voilà, les politiques pourraient se saisir bah, de ce genre de travail, et alors c'est pas le seul bien sûr, mais pour essayer de penser à un statut spécifique, d'autant plus que quand on réfléchit bien, il y a de plus en plus de discours qui entendent de faire, enfin qui font du sport à la fois un outil pour développer des politiques sociales, des politiques éducatives, pour lutter contre les inégalités, pour lutter contre la sédentarité et toutes les conséquences sanitaires, obésité, surpoids, maladies cardiovasculaires, etc. C'est-à-dire que on met sur le dos du sport quand même beaucoup d'objectifs qui sont des objectifs éminemment politiques et hyper importants en oubliant parfois que ça ne peut être mis en œuvre que par l'activité des professionnels que sont les éducateurs et les éducatrices, et qui s'inscrit dans des conditions très spécifiques. Donc, cette manière de miser autant sur le sport pourrait être associée à une vraie réflexion politique autour du statut spécifique des éducateurs et des éducatrices sportives euh, pour protéger les parcours, en fait. Protéger les parcours, essayer de limiter l'incertitude et d'éviter, par exemple, que une professionnelle soit contraint de signer 6 à 7 contrats avec différentes structures sportives, en gérant toute la partie administrative, en prenant à sa charge les frais de déplacement, les difficultés temporelles, les difficultés physiques. Bref, il y a quand même des situations parfois, moi, que j'ai rencontrées chez des professionnels qui sont assez aberrantes, en fait. Mm. Mm. Donc voilà, je pense il y a 3 leviers. Il y en a un qui est clairement, enfin, il y en a deux qui sont du côté de la culture, d'une part des employeurs associatifs, de Mm. l'autre, culture professionnelle des éducateurs eux-mêmes. Et Mm. puis, je pense qu'il y a clairement un levier politique et une réflexion autour du statut spécifique des éducateurs et des éducatrices, quoi. Ouais, super. Merci en tout cas François pour l'entretien super intéressant. Je remontre ton livre. Alors, je sais pas, peut-être à l'écran, ça se verra peut-être à l'envers. Donc, tiens, je te demandais, mais pourquoi, enfin, qui a fait l'illustration? Je trouve ça parle, ça fait, c'est artistique. On parlait de la culture, c'est très chouette. Passion précaire, sociologie des éducateurs sportifs. Personnellement, moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé parce que tu as, alors
peut-être que c'est une pratique classique en sociologie. Je ne suis pas sociologue, je n'ai pas suivi ces études-là, mais tu as fait des chronogrammes biographiques. Voilà. Et je trouve ça vachement chouette. Je vais essayer d'en montrer un. Voilà, puisque tu as interviewé, alors c'est plus d'une vingtaine d'éducateurs sportifs, 27 ou 29, je ne me rappelle plus. Mais à chaque fois, tu refais les chronogrammes biographiques des personnes. Il y a d'ailleurs un enseignant de tennis dedans. Ça m'a fait réfléchir à une chose, je me suis renseigné, puisque cet enseignant de tennis, lui, avait un CDI avec une association sportive, et pendant les vacances, il faisait des CDD avec, il me semble, une mairie ou un centre socio-culturel, etc. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ça, c'est possible en termes de temps de travail? J'ai vérifié, il y a des règles, etc. Donc, c'est possible. Je me suis dit, tiens, il n'est pas il s'est pas débrouillé pour, enfin, il n'est pas hors les clous, quoi, en fait, hein. Et puis, s'il était hors les clous, ben, c'est peut-être que sa condition le justifierait un peu aussi, voilà. Donc, bref. Ouais, ouais. Ah bah, il y a parfois clairement un jeu avec la loi, hein, mais lui, il a une activité qui est multiple puisque il a un CDI avec un club. Vas-y, Il, je coupe le sociogramme pendant que tu expliques sa il situation. organise aussi des stages pour des jeunes pratiquants qui ont un bon niveau. Mhm. Il suit à titre personnel, je crois, deux à Ouais, trois. coach à côté, ouais. Ouais. Et je crois qu'il a aussi un peu de, comment dire, de sollicitation de la part d'une ligue, enfin de la ligue à laquelle il appartient. Donc ouais, il y a du cumul, mais là, c'est un cumul puisqu'il est en place dans une association. C'est pas le cumul de celles et ceux qui essaient de recomposer l'emploi à temps plein et stable, etc. C'est ce que j'ai appelé un cumul de bonification, c'est-à-dire que ça lui permet clairement enfin, de bonifier ses revenus. Et en plus, comme il est plutôt sensible au niveau et à la perf, et ben, cette bonification économique, c'est aussi l'espace dans lequel il préserve son rapport passionnel à la pratique. Donc ouais, c'est intéressant. Et enfin, pour les chronogrammes biographiques, juste pour expliquer, l'idée c'est de voir visuellement le parcours, la trajectoire des professionnels sur le plan donc professionnel, mais de voir comment les modulations, les inflexions de la trajectoire professionnelle correspondent parfois à ce qui se passe dans la vie familiale, dans la vie de santé, dans d'autres aspects, dans la vie Et sportive. finalement, tu mets effectivement des lignes de vie, hein, presque avec voilà, des items, formation de travail. J'ai commencé comme ça, puis tu as une ligne, puis là, il y a un entretien. Quel avenir aussi derrière? Puis tu en as une, c'est pour la famille, puis tu en as une, c'est pour la santé, le loisir et les amis, la vie sociale, etc. Et tu mets effectivement en parallèle voilà, ce qui se passe chronologiquement dans la vie de ces éducateurs et tu expliques leur parcours et pourquoi ils ont choisi, pourquoi ils y restent ou pourquoi ils ont envie d'en changer. Exactement. Ouais, ouais, c'est vraiment très très bien fait. Merci beaucoup François et puis peut-être à bientôt voilà, pour peut-être un livre en préparation sur un autre sujet. Peut-être on se recroisera. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir. Eh bien, pour moi aussi. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt.